Bonjour à tous, bienvenue sur cette session sur l'authentification. Donc, je vais vous parler d'authentification en général et je ferai à la fin un focus sur nos moyens d'authentification lorsqu'on fait des achats. Pas basculer. Donc, pourquoi parler de sécurité d'authentification en particulier en 2019? La première chose, c'est que au niveau de l'OWASP, l'authentification est toujours le numéro 2 du top 10. Donc on pourrait penser depuis le temps qu'on en fait que c'est un sujet maîtrisé, mais visiblement ce ne l'est pas encore. La deuxième chose, c'est qu'on en a de plus en plus avec le web qui arrive partout. On l'a sur les sites marchands, sur notre banque, sur les sites de santé, et j'en passe. Je pense que la liste que j'ai fournie est loin d'être exhaustive. Et la dernière chose, c'est que vous avez sans doute entendu parler, mais il y a encore des grandes sociétés qui stockent des mots de passe en clair. Donc on comprend mieux pourquoi c'est toujours dans le top 10 de l'OWASP que c'est le numéro 2. Du coup, j'ai voulu chercher une définition qui nous permette d'avoir un langage commun pour parler de l'authentification. J'avais commencé à regarder sur Wikipédia, mais j'étais pas entièrement d'accord avec la définition, parce que je trouvais qu'elle partait un petit peu sur la partie autorisation, et c'est des confusions souvent que je trouve on retrouve entre l'authentification et l'autorisation, où les deux domaines sont proches, et parfois il y a un amalgame entre les deux. Donc j'ai été sur le site de l'ANSSI, donc, qui est l'organisme français de référence sur la sécurité des systèmes d'information. Et donc l'authentification en elle-même, vraiment le processus d'authentification, c'est le moment où on apporte la preuve de qui on est. Je pense que ça peut éclaircir certaines choses quand on essaie de vraiment définir et de mettre en place une authentification sur nos systèmes. Donc, je ne vais pas m'authentifier auprès de vous, mais je vais me présenter quand même. Donc, je suis Pascal Abaziou, je travaille chez Crédit Agricole Payment Services, et en fait, on processe tous les moyens de paiement du groupe Crédit Agricole, donc pour les différentes filiales, les caisses régionales, LCL et d'autres entités. Donc on fait des paiements, virements, prélèvements, cartes bancaires. Donc on a des équipes sécurité qui sont toujours derrière nous sur tous les problèmes de sécurité, et donc on est très sensible à tout ce qui est sécurité et authentification en particulier, pour que du coup il n'y ait pas de risque sur tous les paiements que vous faites dans le groupe et les autres opérations. La première partie, je vais vous parler de l'authentification telle qu'on a pu la connaître actuellement sur le web, pour faire un petit historique. Donc, moi, ça fait un certain moment que je développe. Donc, les premières fois que j'ai fait de l'authentification sur le web, c'était l'authentification HTTP avec la RFC 2617. Donc, c'est quelque chose en général qu'on retrouve plus beaucoup. Le serveur nous répondait avec un header www authenticate, par exemple basique, qui est le mode le plus simple. Et donc on devait répondre par le navigateur, qui nous faisait une pop-up intégrée au navigateur avec un user mot de passe qui était stocké en base 64. Donc c'est pas chiffré, c'est en clair mais encodé. Il y en a beaucoup qui font encore ce type d'authentification. Non, ça va. Ça peut être mieux que de stocker les mots de passe en base en clair, comme le fait Facebook, parce que si vous le gérez bien derrière, au moins il n'est pas en clair. Donc, si vous le faites sous Apache, vous avez un fichier .ht passwd avec un mot de passe qui est chiffré quand même. Bon, celui-là, on en reparlera tout à l'heure. C'est pas forcément la meilleure façon. Et puis, c'était protégé par un point htaccess. Enfin, c'est pas la protection du fichier, mais ça, c'est ce qui permettait dans Apache de déclencher la demande du mot de passe au niveau du navigateur. C'est intéressant à connaître aussi parce que c'est toujours disponible, même dans des frameworks récents. Donc, par exemple, dans Vertix,
Moi, je l'ai utilisé pour des environnements de test où je ne pouvais pas mettre en place notre authentification cible de production, parce qu'on n'avait pas tous les éléments pour le faire. Et ça me permettait aussi, par exemple, pour les équipes de test, du coup, de pouvoir changer de profil, alors que si j'avais mis en place l'authentification cible, ils pouvaient s'authentifier qu'en tant qu'eux-mêmes, et ils avaient forcément un profil fixe, alors que là, ben, du coup, j'ai permis de mettre des profils dynamiques pour qu'eux puissent tester au niveau de l'application. Une fois, ils sont utilisateurs lambda, une fois, ils sont utilisateurs admin, donc ça peut être intéressant quand même de le connaître pour pouvoir, du coup, générer des processus de test dynamiques. Donc l'autre problématique, notamment au niveau d'Apache, c'est que du coup c'est stocké dans un fichier, c'est pas très dynamique, et puis derrière, comme je disais, moi j'ai mis en place des authentifications et des profils. Bah là on gère pas de profil, donc quand on veut vouloir gérer les droits des utilisateurs, c'est pas très pratique. Donc ce qui est arrivé ensuite, souvent, c'est l'authentification en base de données. Le problème avec ça, c'est que du coup, ben, on se retrouve avec le top 10 OWASP encore, avec le numéro 1, l'injection. Donc bah, du coup, problématique doublée. L'injection, bah, notamment SQL, et qui est quand on fait des formations sur la sécurité, la première chose qu'on vous montre, c'est une page avec une faille, et on vous demande de vous authentifier en tant qu'admin, et avec une simple injection SQL, on devient admin sur l'application. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en plus des user mots de passe, ben, on a un secret de plus à gérer. C'est le compte d'accès à la base de données. Et l'année dernière, suite à un passage d'une start-up à la télé, eh ben, ils ont eu de gros accès sur leur base de données, un deny of service et un message comme celui-ci qui est arrivé sur l'application, où ce qu'on voit en clair, donc j'ai masqué, c'était le user d'accès à la base de données MySQL. Donc plus en plus avec le message d'erreur, on pouvait deviner quel était le type d'application derrière. Donc si mes connaissances sont à jour, j'en ai pas fait depuis longtemps, ça devait être une appli codée en PHP. Donc ce qu'on voit par rapport à Facebook, c'est que il faut protéger ces mots de passe et pas les mettre en clair. Et là, on arrive sur le troisième item du top 10 OWASP, c'est l'exposition de données sensibles. Et donc dans ce top 3, au niveau de l'OWASP, il y a les bonnes pratiques pour stocker son mot de passe de base de données. Donc comme j'ai pas trouvé la dernière version traduite en français, je crois qu'elle n'est pas sortie, il y a la définition, enfin la façon de stocker un mot de passe en base de données. Il faut que ce soit un chiffrement qui soit fort, qui soit évolutif, avec un cell et une fonction de hachage et un facteur de travail. Pourquoi l'ensemble de ces éléments? Bon, un stockage fort, on comprend. Fonction de hachage, en général, les gens connaissent. Et salé aussi. Donc au niveau du cell, ce qui est important de savoir, c'est que du coup, il faut faire un cell qui soit unique par utilisateur et à chaque fois qu'il change de mot de passe. Un facteur de travail pour que en fait, le hachage qui soit fait sur le mot de passe soit itéré X fois pour que le processus soit lent au niveau d'un attaquant, parce qu'il va tenter plusieurs fois. Et au niveau de l'utilisateur, ça sera transparent, parce que quand il va créer son mot de passe, on va le faire qu'une fois. Et quand il va donner son mot de passe, on va le faire qu'une seule fois. Donc le delta du facteur de travail ne va pas trop impacter l'utilisateur. Et la partie évolutive, c'est important en fait, parce que si on a notre fonction de chiffrement des mots de passe qui est attaquable dans quelques temps ou quelques années, il faut pouvoir en changer facilement. Et donc pour en changer facilement, il faut qu'on ait fait quelque chose d'évolutif. Donc dans notre stockage de mots de passe, il faut qu'on stocke l'algo qu'on a utilisé pour que quand on change d'algo, les anciens utilisateurs puissent se connecter avec l'ancien algo, changer leur mot de passe et qu'il soit chiffré avec le nouvel algo, et donc d'avoir une migration des utilisateurs qui soit simple et évolutive, et que les anciens utilisateurs qui n'ont pas changé leur mot de passe avec le nouvel algo ne soient pas bloqués. Je reviens sur le stockage justement
Apache, le problème sur le stockage qu'il y avait, c'est que sur l'entête, au début, on a la méthode de chiffrement, et donc là, on sait que c'est du MD5. Le problème, c'est que cet exemple-là, je l'ai trouvé sur un blog d'hébergeur qui expliquait comment faire son site en PHP et mettre de l'autorisation. Donc, j'espère que tout le monde sait que MD5, il ne faut pas en faire. Est-ce qu'il y en a qui font encore ça? Non, ça va. Et pourtant, on peut faire du stockage fort avec Apache, puisque la commande ht-password nous donne les options en paramètres -p pour faire du bcrypt, je ne sais pas si vous avez retenu, ça faisait partie des algorithmes recommandés par le OWASP, et -c pour donner un facteur de travail entre 4 et 31, suivant la force qu'on voulait mettre. Donc on peut faire du chiffrement nettement meilleur que Facebook en faisant du Apache HTTP Authentication. Et ça donne du coup un début de chiffrement de mot de passe où il y a l'indication de l'algorithme et l'indication du facteur de force utilisé qui est donc différent de la partie MD5 qu'on retrouve encore des fois dans des blogs assez récents. La problématique qu'on peut avoir, c'est l'utilisateur qui peut faire des mots de passe faibles. Donc, ce qu'on peut retrouver souvent, c'est des indicateurs sur les pages web qui disent à l'utilisateur, attention, vous avez un mot de passe très faible, etc. Et donc, quand c'est ouvert, on l'autorise à saisir un mot de passe. Donc, on peut se dire qu'on réussit comme ça à protéger nos utilisateurs de se faire pirater leur compte et qu'ils ne mettent pas 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme mot de passe. Donc, pour ce faire, on peut retrouver des bibliothèques, notamment par exemple celle-ci faite par Dropbox. L'avantage, c'est qu'en plus, du coup, ils fournissent différentes implémentations et on peut avoir la partie JavaScript pour la partie affichage à l'utilisateur sur l'IHM et l'algorithme dans le langage du back-end pour faire la vérification niveau back-end que c'est toujours le cas. Donc, en sécurité, il faut toujours doubler les contrôles. Si on a mis des contrôles niveau IHM, il faut faire les mêmes contrôles niveau back-end. Et il ne faut pas faire confiance à ce que nous envoie la partie navigateur. Donc, comment fonctionne cet algo chez Dropbox? On appelle la fonction, on lui passe le mot de passe en paramètre et il nous donne une payload en JSON avec différentes informations, une estimation en fonction des puissances de calcul du temps qu'il faudrait pour craquer le mot de passe en brute force, et notamment une information point score qui est une valeur entre 0 et 4. Donc de 0 qui est faible à 4, le niveau le plus intéressant et le plus fort de mots de passe qui gèrent dans leur algo. Donc, voilà ce que ça peut donner sur des mots de passe. D'après l'algorithme Dropbox, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est faible, faut pas l'utiliser, password non plus. Quand on fait des choses un peu plus compliquées, du leetspeak password avec de l'arrobas et le 0, il le note à 0 aussi. Quand on met des caractères spéciaux, les deux passwords avec le A qui ne correspond pas à du leetspeak, on est à 2. Et puis JI32K7 AU4 A83 qui est un niveau 4. Donc on se dit qu'on peut faire confiance dans ce mot de passe pour que l'utilisateur soit protégé sur notre site. Du coup, moi j'ai testé de façon non naïve quand même ces mots de passe. Quelqu'un connaît ce site-là? C'est très intéressant parce qu'en fait, c'est Troy Hunt, un Australien qui l'a créé, qui est spécialisé dans la sécurité et qui agrège en fait toutes les fuites de mots de passe, les bases de fuites de mots de passe. Donc on peut tester sur son site si notre adresse mail a été l'objet d'une fuite sur un site ou si le mot de passe qu'on veut utiliser fait partie d'une base de mots de passe ayant fuité. Alors, on peut se demander, ouais, mais j'ai pas envie de mettre mon mot de passe là-dessus parce que du coup, ça va enrichir la base. Donc, on peut le mettre en clair ou on peut lui fournir un hash. Donc, en fournissant un hash, du coup, il faudrait qu'il fasse du brute force dessus pour le retrouver. Et puis après, on peut aussi
télécharger les bases de données. Donc elles sont à plusieurs gigas. Donc après, si on veut les installer chez nous, il faut prévoir l'espace pour. Et donc là, j'ai testé un des mots de passe de la liste précédente. Et on a 141 occurrences de ce mot de passe sur les bases qu'a agrégé Troy Hunt. Lequel des mots de passe qui étaient sur la page précédente, pensez-vous qu'il fasse 141 occurrences sur cette base? Le Force 4. Parce que la problématique, c'est que sur les claviers asiatiques, quand on tape ce mot de passe, en fait, c'est mon mot de passe en chinois, il me semble. Donc, faut faire attention. Donc, ça me semble intéressant, en plus de la force, de pouvoir intégrer du coup ce contrôle de mot de passe ayant fuité ou non dans une base de données. Et donc, la base est aussi accessible par API. Donc, si on ne veut pas installer les quelques gigas, donc on peut aussi la consulter par API et l'intégrer dans notre process. Donc voilà les valeurs pour les différents mots de passe. Et il y en a un qui n'a jamais fuité, donc c'est le password avec une accolade, qui pourtant n'a qu'une force de 2 selon l'algorithme précédent. Alors, il y a déjà des sites qui ont commencé, comme le deuxième, à mettre en place des contrôles sur cette base de données. Quand l'utilisateur saisit son mot de passe, il l'informe que son mot de passe fait partie de mots de passe fuités. Donc, c'est des choses qu'on peut faire, qu'on retrouve déjà. Et c'est disponible aussi en tant que filtre Active Directory. Donc, on peut intégrer ça dans des solutions existantes aussi. Donc on a parlé des sites sur lesquels on peut avoir des mots de passe, les sites marchands, nos sites de banque, santé, etc. Pour vous, quel est le site le plus critique sur lequel vous avez le mot de passe et qui est le plus critique pour vous? Oui, la boîte mail. Le problème de la boîte mail, c'est que, en général, c'est là que vous recevez les liens pour gérer vos mots de passe oubliés et pour les réinitialiser. Donc si on attaque votre boîte mail, on peut attaquer tous les sites qui vous envoient un lien par mail. Et de là, autre chose, c'est que ce qu'on retrouve de temps en temps aussi, c'est des questions secrètes. Donc c'est des choses à pas faire. Il y en a qui font encore ça pour les mots de passe oubliés. Donc il y a 2 semaines, j'ai voulu m'inscrire sur un site par rapport à un jeu et j'ai eu la bonne surprise de retrouver encore ce genre de pop-up pour me demander un secret pour récupérer mes mots de passe. Enfin, un secret. Bon, il n'y avait quand même pas quelle est votre couleur préférée. C'était pas le pire dans le genre. Et au niveau de l'identification, moi je vous conseille de ne pas utiliser l'adresse mail au niveau de la connexion et de l'authentification de vos utilisateurs, parce que les bases qu'on a vues, donc celle de Troy ne gère que les mots de passe. Je vous ai dit, gère les mots de passe et les adresses mail, et donc on retrouve des bases de données sur le net qui font l'association entre un mot de passe. Donc là j'ai mis la famille d'eau avec exemple.com comme nom de domaine pour anonymiser, mais c'est des vraies données à droite de mots de passe qui sont fuités et qui étaient associés à des adresses mail. Donc la problématique, c'est que si vous mettez en place une sécurisation de votre mot de passe, le problème c'est que les utilisateurs, c'est compliqué de se rappeler d'un mot de passe dur. Le risque, c'est qu'ils l'utilisent partout et s'ils se retrouvent sur un autre site, votre site n'est plus très sécurisé si l'utilisateur a utilisé le même mot de passe ailleurs. Donc, même si vous avez vérifié à un moment X que ce n'était pas dans la base de données, le problème c'est qu'un autre site a pu être attaqué et le mot de passe qu'il a utilisé sur votre site, du coup, il a fuité quand même. Donc, en résumé, voilà une petite checklist que je vous propose sur la façon de sécuriser globalement l'authentification par mot de passe sur votre site.
Je ne sais pas si vous mettez en place du coup ces 6 items. Il y en a qui le mettent en place. Non, il n'y en a pas beaucoup. J'ai vu des mains, mais... Et vous pensez que les sites sur lesquels vous accédez mettent ces 6 types de contrôle sur leur mot de passe? Je ne pense pas, moi, en avoir utilisé un où j'ai la totalité de ces critères qui sont remplis. Donc, on voit que c'est compliqué de gérer soi-même ces mots de passe. Donc ce qu'on veut parfois, du coup, c'est le déléguer et pas le faire nous-mêmes. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est penser à un annuaire LDAP. L'annuaire, ça s'attaque par du langage, donc c'est aussi susceptible d'être attaqué par injection. Donc on a la même problématique qu'en SQL, c'est moins courant, mais il faut aussi se protéger éventuellement d'injection LDAP dans les requêtes. Et comme on a vu tout à l'heure, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on peut mettre en place le filtre. Si c'est un Active Directory, il y a un filtre qui est disponible par une société qui l'a développé. Alors, ce qu'on voit régulièrement actuellement, c'est de l'authentification par OAuth. Le problème, c'est que OAuth, ce n'est pas de l'authentification, c'est un processus de délégation d'autorisation. Donc, quand vous accédez à OAuth, vous récupérez un access token, donc qui est la deuxième ligne du payload, qui est en fait un token qui autorise l'application qui vous demande de l'OAuth à accéder à vos données sur un autre site. Donc, c'est ça le principe de OAuth. Et donc là, dans le payload, il y a une donnée athlète qui me permet d'accéder à des données concernant la personne qui suit ses activités sportives sur Strava. Je vous ai mis cet exemple là parce que j'ai développé une petite appli personnellement sur Strava. Et moi, ça ne me gêne pas parce que c'est ce que j'avais besoin, parce que j'avais besoin de récupérer des données des utilisateurs sur Strava pour pouvoir enrichir ce que les utilisateurs avaient sur Strava, d'autres fonctionnalités qui n'étaient pas disponibles. Donc j'avais besoin d'accéder à leurs données Strava. Donc ça correspond exactement à mon cas d'usage. Mon cas d'usage, c'était accéder aux données Strava et pas authentifier les utilisateurs via leur compte Strava. Et l'autre problématique, c'est que OAuth, ça peut se chaîner. Donc quand l'utilisateur arrive sur la page de mon site, ils sont redirigés sur le site Strava. Et là, ils ont authentification user mot de passe ou Google ou Facebook. On se retrouve redirigé sur un autre site. Donc on ne sait pas à qui on fait confiance pour faire son autorisation finalement, puisqu'on peut le chaîner comme ça indéfiniment. On pourrait avoir un chaînage encore plus long, puisque souvent les sportifs ont des comptes associés à leur marque de tracker. Donc ça peut être Garmin ou autre. Et du coup, la personne sur Strava, s'il proposait, aurait pu être redirigée sur la page Garmin pour récupérer les données enregistrées avec son tracker Garmin, et l'utilisateur sur Garmin, en fait, aurait pu demander à être authentifié par Google. Donc on peut chaîner comme ça, on ne sait pas jusqu'où on va. On peut quand même faire de l'authentification, le processus OAuth, finalement, si on le résume, c'est je me connecte, je veux accéder à une application A, l'application va me répondre « Autorise-moi à manipuler tes données chez B, chez Google, Facebook, GitHub, etc. » Donc on va être redirigé sur l'appli, on va lui dire « Autorise cette application à consulter mes données ». Elle va renvoyer un code d'autorisation pour l'application. Du coup, on va se retrouver sur l'application A. Voilà le code d'autorisation que tu as pour accéder à mes données. Et à ce moment-là, l'application va aller sur Google. J'ai un code d'autorisation. Et Google va ramener un jeton d'accès. Voilà le jeton avec lequel tu peux venir m'interroger. Et à partir de là, l'application va faire, en fonction du scope qu'on lui a autorisé, va venir interroger Google, etc. Et va pouvoir récupérer des données, mais ce qu'elle vous aura demandé au moment de l'autoriser. Donc c'est vraiment ça le principe, c'est autoriser l'application A à aller manipuler les données sur l'application B. Donc c'est pas seulement consulter, c'est modifier, supprimer, etc. C'est vraiment ça le principe de OAuth.
Donc si on veut faire vraiment de l'autorisation à partir de OAuth, il faut faire de l'OpenID Connect. Donc c'est un protocole qui se base sur OAuth. La différence, c'est que dans le payload, avec l'Authorization Token que renvoie OAuth, il y a un token, dans le payload, un token en plus qui est l'ID token, qui est un JWT. Et du coup, au moment de l'autorisation sur l'application d'autorisation, on a un JWT et puis on a déjà du coup une session qu'on peut gérer par JWT pour savoir qui est l'utilisateur. Et on n'a pas besoin de faire d'accès supplémentaire ensuite, une fois qu'on a récupéré l'access token. Et l'autre avantage, c'est que du coup, on a des services certifiés OpenID Connect, comme Auth0, Keycloak et France Connect. Du coup, là, en plus, c'est le gouvernement, donc on a une certaine confiance, du coup, avec les données renvoyées dans le token d'ID sur l'identification de la personne. Donc, comme ce qu'on avait vu sur l'ANSI, c'est approuver la preuve de l'identité d'une personne. Donc là, sur France Connect, on sait vraiment qui est la personne. On a une preuve d'identité qui est quand même assez forte par rapport à d'autres services. Si on faisait que du GitHub, du Google, etc., on a par exemple un username, un avatar, etc. C'est peut-être pas ce qui nous intéresse de savoir que la personne, elle s'appelle Gandalf. C'est suivant le service qu'on veut rendre, ça peut être un peu léger comme authentification. Et du coup, on se retrouve quand même à déléguer l'authentification sur notre site à des sites tiers, mais souvent derrière, il y a toujours des user mots de passe. Donc, on a vu que c'est problématique les user mots de passe. Donc, de plus en plus, on voit arriver ce qu'on appelle l'authentification forte. Donc, c'est la deuxième partie de mon talk. C'est comment faire de l'authentification forte. Donc, le principe de l'authentification forte, c'est d'utiliser un minimum 2 facteurs d'authentification. Donc en général, sur tous les sites, on a du user mot de passe. Donc c'est l'authentification du coup de quelque chose qu'on connaît. Mais il y a plein d'autres choses qui permettent de s'assurer de l'identité d'une personne. Donc souvent sur les mobiles, maintenant, il y a tout ce qui est Face ID. Il y a les empreintes digitales. On peut aussi utiliser la voix. Donc là, c'est plutôt tout ce qui est biométrique. À droite, on aura tout ce qui est ce qu'on possède. Notre carte bancaire, par exemple, quand on va payer ou retirer de l'argent sur un automate, du coup, on a un facteur de possession. Le téléphone aussi, on a un facteur de possession. Le problème, c'est qu'en général, sur le téléphone, les gens pensent que c'est le téléphone qui fait la possession. Mais c'est pas ça. C'est la puce, la carte SIM à l'intérieur qui est le facteur de possession. Et donc, c'est ça qu'il faut protéger. Donc, c'est les failles qu'il y a sur tout ce qui est accès au téléphone, parfois. C'est justement la SIM et pas le téléphone physique. Donc, ça peut être des choses physiques qu'on branche en USB. Et puis, en bas, ça peut être la signature. Donc, là, c'est la signature manuscrite. Donc, dans le monde non numérique, il y a aussi des facteurs d'authentification, donc la signature. Notre visage aussi, finalement, il n'y a pas que le Face ID. Notre visage, dans la vie, c'est notre premier facteur d'authentification. Les parents reconnaissent leur enfant, c'est leur visage. Notre carte d'identité, la première chose qui est utilisée pour s'authentifier, c'est notre visage sur la carte d'identité. Vous la présentez à quelqu'un et du coup, il compare votre visage avec la photo sur la carte d'identité. Donc, c'est des facteurs qu'on connaît depuis longtemps. C'est ceux qui viennent le plus rapidement à l'esprit. Donc, du coup, on a au moins 4 facteurs d'authentification qu'on peut utiliser. Donc, souvent, on entend parler de 3, les 3 premiers du haut, corporel, mémoriel et matériel. Par contre, le comportemental, le réactionnel existe aussi. Et le clavier, par exemple, c'est quelque chose qu'utilisait une plateforme de MOOC sur Internet. Au moment de soumettre ses réponses, il vous demandait de saisir un texte au clavier.
que vous aviez préalablement enregistré, et il vous reconnaissait, il validait en fait votre soumission au questionnaire par la saisie et reconnaissait votre vitesse de frappe. Donc c'est quelque chose que j'ai connu, ils ont abandonné, sans doute qu'ils devaient avoir des problèmes, puisqu'en plus ils avaient des soucis, suivant les navigateurs ça marchait plus ou moins bien. Le facteur géographique aussi peut être intéressant. Par exemple, ça peut être l'accès à un poste physique qui est dans un lieu. Donc ça peut vous assurer que les personnes sont bien présentes. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que le travail nomade n'est pas possible si vous voulez le mettre en place, mais ça peut être d'autres choses. Par exemple, sur les cartes bancaires, vous faites un achat sur les Champs-Élysées ce week-end et 1 heure plus tard, vous avez un retrait au Mali. Il y a un des deux, à mon avis, c'est pas vous. Et après, il y a des choses qui commencent à apparaître aussi sur le comportemental, qui n'est pas seulement au moment où vous authentifiez la première fois, mais c'est après, une fois que vous êtes sur le site, c'est comment vous vous comportez. D'habitude, vous avez votre téléphone en mode vertical, et puis là, vous êtes en horizontal. Ça peut être votre navigation sur le site. Vous êtes quelqu'un qui arrive sur le site, vous allez tout le temps voir votre solde en premier, par exemple, comme je travaille dans la banque. Et puis là, la personne arrive et puis elle va aller chercher la gestion du mot de passe pour le changer, etc. Donc le comportement habituel de l'utilisateur et puis le comportement qui change peut être aussi une façon de détecter que ce n'est pas vraiment l'utilisateur qu'on attend. Ou à l'inverse, un nouvel utilisateur qui vient de s'inscrire et qui a une navigation rapide pour aller à une information, en fait, il ne découvre pas votre site, donc ça peut être un pirate qui essaie de s'introduire sur votre site sous une autre identité. Donc il y a plein de choses qui apparaissent comme ça. Donc on n'a pas un domaine fini sur les facteurs d'authentification qu'on peut utiliser. À mon avis, il y en a encore d'autres qui vont apparaître. L'authentification à 2 facteurs, on entend beaucoup parler très récemment, notamment depuis que tout ce qui est GAFA et notamment Google ait commencé à le mettre en place. Par contre, c'est très vieux. Moi, dans la banque, je l'ai connu avec ce genre de Secure ID de RSA. Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Oui. Donc c'est une vieille photo, c'est plus ces modèles-là qui existent. Donc en quoi est-ce une authentification à 2 facteurs? C'est que donc il y a un numéro qui est généré et grâce au time, à la date et l'heure qui est, au niveau serveur derrière, il y a des processus qui génèrent le même numéro et donc du coup vous avez un PIN qui est non rejouable. Et en général, sur ces tokens-là, vous aviez un PIN personnel que vous deviez mettre devant. Donc en une seule saisie au niveau de l'écran d'authentification, en fait, vous aviez envoyé 2 facteurs, la connaissance de votre propre PIN et la possession de la clé qui vous avait donné un PIN non rejouable. Donc il y a différentes versions qui sont sorties ensuite. Donc c'est très vieux puisque la société RSA qui a été créée par les 3 créateurs de l'algorithme RSA, donc, elle a été créée en 82. La création du Secure ID, je n'ai pas retrouvé la date de création, mais ça ne doit pas être très loin de cette date-là. Et donc après sont apparues des versions comme celle-ci où finalement on saisit le PIN sur un clavier et on n'en voit plus que le PIN généré au moment de la saisie. Donc on ne véhicule plus lors du transport la connaissance, on véhicule que la connaissance, mais pour pouvoir l'avoir, on a dû débloquer par le PIN saisi sur le clavier. Donc c'est intéressant parce que du coup la première partie elle est plus véhiculée et donc la connaissance reste locale. Et puis il y en a d'autres, par exemple Blizzard avait sorti son propre token physique de génération. La différence là, c'est qu'on restait sur un processus en 2 étapes d'authentification parce qu'on continue à saisir son user mot de passe dans une première phase et ensuite il nous demande le PIN généré par la clé en possession. J'ai trouvé aussi l'authentification à 2 facteurs beaucoup plus ancienne. À votre avis, de quand ça peut dater? C'est très vieux.
c'était les cachets de cire. En général, les gens signent la lettre, donc il y a le comportement, la chose que la personne sait faire, et ensuite le cachet de cire, il fallait avoir la chevalière pour pouvoir la produire. Donc finalement, c'est quelque chose qu'on savait faire il y a très longtemps, faire de l'authentification à deux facteurs. C'est pas une nouveauté. Pour l'authentification forte, je suis retourné voir l'ANSSI. Donc, quelles sont leurs recommandations? Ce qu'ils préconisent ou préconisaient, je ne sais pas s'ils ont fait des mises à jour, je n'ai pas trouvé de version plus récente, c'est des certificats sur carte à puce. Donc, sur les cartes à puce, on a un certificat X509 et on a au moment de l'authentification, pour pouvoir débloquer le certificat et faire la signature avec la clé privée, une demande de code PIN. Donc on a les deux facteurs, la connaissance du code PIN et la possession du certificat. Donc c'est des choses aussi qui existent depuis un certain moment. Nous en interne, c'est ce qu'on utilise déjà depuis que je suis dans la société. C'est ce qu'on a. Donc on a d'authentification forte en interne sur tous nos systèmes. Et donc il y a des versions maintenant aussi en clé USB qui existent. Donc qu'est-ce qu'on peut retrouver comme authentification forte? Donc Google a la sienne, c'est donc le user mot de passe et puis la possession d'un téléphone Android. Donc c'est directement intégré à Android. Vous avez une pop-up qui s'affiche, qui vous demande de confirmer en cliquant sur oui, que c'est bien vous qui avez tenté d'accéder au site. Et puis vous avez le pendant pour les sites comme GitHub, Facebook, etc. Dropbox vous propose aussi la même chose. Par contre, là, il faut installer une application qui va vous générer un code non rejouable à 6 chiffres. Donc souvent, il vous propose Google Authentificator. Donc vous aurez sur votre téléphone une application qui va gérer des codes PIN non rejouables. Et donc vous aurez un code par site, et donc toutes les minutes le code change, et donc on se retrouve toujours avec des user mots de passe en premier facteur. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer à utiliser, à bien gérer ces mots de passe, et que j'ai fait la première partie de la présentation sur les user mots de passe, parce que c'est ce qu'on retrouve toujours sur l'authentification forte, c'est le premier facteur. Ensuite il y a un deuxième qui vient protéger. Donc nous on a développé pour KCIS notre propre authentificateur, donc qui est disponible aussi sur Android et sur iOS pour KCIS. Donc il y avait des besoins spécifiques pour que qu'on se base sur le node par rapport à notre SI. On peut aussi retrouver donc les codes envoyés par SMS, donc OTP, SMS, One Time Password. La reconnaissance vocale, là ça peut être intéressant parce qu'on peut le faire en une passe, les deux facteurs. Donc c'est la connaissance d'une phrase secrète et puis la reconnaissance vocale. On n'a pas besoin de faire deux étapes pour le reconnaître. L'utilisateur répond la phrase secrète et en plus on vérifie que c'est bien sa voix. Mais on n'est pas limité, donc comme je disais tout à l'heure, on peut imaginer plein de possibilités. Donc la problématique, c'est que du coup, on peut avoir plein de facteurs d'authentification. Je fais même l'erreur moi-même entre auto-authentification et autorisation. Plein de facteurs différents. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on commence à avoir de la standardisation. Donc je pense que vous avez tous commencé à entendre parler de WebAuthn. Vous avez peut-être entendu parler aussi de U2F et de FIDO. Globalement, c'est un peu la même chose. C'est juste que c'est de la maturation du processus. Donc U2F, Unified Two Factor, je crois, a été initié par Yubico et Google. Puis ils ont reversé ça à la FIDO Alliance. Et c'est en train d'être standardisé par WebAuthn. Et donc WebAuthn vient d'être validé par W3C. Et donc au niveau de FIDO, ils sont passés à FIDO 2 qui gère le WebAuthn. Donc du coup, on peut avoir via
des API standardisées au niveau des navigateurs, de l'authentification donc par des clés physiques. Donc Yubico fournit des clés physiques permettant de faire cette chose-là, mais on trouve des clés chez d'autres marques. Et du coup, on a l'authentification intégrée à nos téléphones, par exemple, qui peut faire du Face ID, de l'empreinte, etc., qui vont être naturellement supportés par le WebAuthn. Ça permet du coup de pouvoir supporter différents facteurs d'authentification de manière unifiée, puisqu'on aura une API au niveau des navigateurs qui sera commune. Donc, ça commence à être déployé. Donc, naturellement, Google, c'est celui qui est le plus à niveau. C'est disponible au niveau de Firefox. Et puis, Safari, c'est disponible dans la toute dernière version par activation dans le menu développeur. Si vous voulez en savoir plus dans le détail, je ne sais pas si vous avez été voir hier la présentation de Gilda Cuisinier, qui l'a mis dans le détail. Moi, je voulais faire un focus parce que j'aurais pas le temps d'aller aussi profondément dans le processus WebAuthn. Il y a des choses qui sont intéressantes, justement, au niveau de la gestion des clés. C'est qu'au moment de l'enregistrement, en fait, ça génère une biclé, donc des clés privées et publiques par rapport au site sur lequel vous allez aller. Et donc, il y a une paire de clés qui est générée par site. Et en plus de la paire de clés, il y a ce qui s'appelle un handle qui enregistre, associé à la clé, des informations du site. Donc, une fois que la clé a été créée, ça fait de la protection contre les attaques man in the middle, puisque l'attaquant ne pourra pas du coup simuler les sites parce qu'il y aura des mécanismes de vérification que c'est bien le site qui vous demande la clé. Et la deuxième chose, c'est qu'au niveau des clés physiques, il y a une attestation key. Donc pareil, c'est des gestions de clés et qui, elle, est spécifique au token que vous allez utiliser. Donc par modèle, pas par constructeur, par modèle, vous allez avoir un certificat qui va vous permettre de vous assurer du type de clé que vous utilisez. Donc, du coup, vous allez pouvoir aussi gérer le type de clé que vous voulez autoriser sur votre site. Par exemple, si vous voulez que les clés qui vous permettent, que vous utilisez pour accéder au site, aient un facteur d'authentification comme l'empreinte digitale, vous allez pouvoir limiter du coup les clés qui vont venir sur votre site via ce mécanisme à que des constructeurs et des modèles du constructeur qui proposent ce type de mécanisme de déblocage des clés. Donc c'est très intéressant. Ils ont vraiment poussé les choses au niveau sécurité. C'est vraiment un protocole qui a été pensé là-dessus. Et puis ils ont prévu aussi d'autres choses dans le futur pour pouvoir l'étendre. Donc il y a vraiment des choses très intéressantes dans ce protocole. Donc au niveau des moyens de paiement, ce qui arrive maintenant, c'est la DSP2. Donc elle a déjà commencé, mais sur les moyens de paiement, l'authentification forte est demandée à partir du 14 septembre. Donc il y a des nouveaux acteurs qui arrivent dans tout ce qui est moyens de paiement. Donc, depuis 2009, il y en a déjà. Depuis la DSP2, il y en a des nouveaux. Et donc, ce qui est demandé par la DSP2, donc Directive des services de paiement, donc c'est au niveau européen, c'est de l'authentification forte à 2 facteurs pour tous les services en ligne et pour tous les nouveaux acteurs de passer par des interfaces dédiées et sécurisées, des API. Donc, à partir du 14 septembre, normalement, on devra avoir au niveau de tous ces acteurs des processus sécurisés, alors qu'actuellement, il n'y a pas d'obligation. Donc, je n'ai pas testé, mais il est possible que certains aient stocké vos user mots de passe d'accès à vos services bancaires et finalement se comportent comme si c'était vous et vous avez donné tous les droits à ces acteurs-là. Donc, à partir du 14 septembre, il y aura des API et ils auront l'obligation de n'accéder qu'à ce qu'ils sont censés faire en fonction de leur profil
d'intervenants. Donc il y a 4 profils différents, donc ils n'ont pas tous le droit de faire la même chose, et donc ils ont droit à accéder à des services d'API qui sont différents. Je vais passer vite fait là-dessus, parce que j'ai plus le temps. Donc au niveau des moyens de paiement, donc, il y a les 3 facteurs qui sont principalement concernés par la directive, donc c'est connaissance, possession et inhérence. Et par rapport à ces facteurs-là, il y a une chose en plus qui a un lien dynamique qui en fait sert à l'intégrité du paiement que vous allez faire. Donc il va y avoir des informations sur le montant que vous allez valider et sur le destinataire du paiement. Donc c'est des choses qui arrivent en plus de l'authentification forte pour gérer en plus de l'authentification l'intégrité de l'opération qui va être réalisée. Et au niveau de... Donc ça, je vais passer. Donc les trois actions qui sont concernées, c'est l'accès à nos comptes en ligne. Donc il va y avoir de l'authentification forte donc à la première connexion, puis à minimum tous les 90 jours. Lors des actions qui peuvent être à risque, comme par exemple ajouter un bénéficiaire pour faire des virements sur son compte, va demander de l'authentification forte, et tout ce qui est paiement électronique. Et sur les paiements électroniques, va arriver 3D Secure V2, donc une deuxième version. 3D Secure, c'est quand sur un site de commerce, vous avez Verified by Visa et Mastercard Secure Code. Et à ce moment-là, vous avez souvent une pop-up qui vous demande de renseigner un deuxième élément d'authentification. Donc, vous aurez donc la connaissance de votre numéro de carte que vous renseignez et du coup la possession, puisque par exemple souvent c'est du SMS OTP. La différence par rapport au paiement physique, c'est que la carte bancaire, quand vous la mettez sur un terminal, c'est de la possession, et là c'est de la connaissance. Donc à terme, ces choses-là vont changer, parce qu'au niveau de la Banque de France, ils risquent de déprécier la connaissance de la carte bancaire, du numéro de carte bancaire, puisqu'il est physiquement sur votre carte, donc c'est comme quand vous mettez votre mot de passe sur un bout de papier. Donc pour l'instant, c'est encore autorisé, mais c'est ce qui risque de changer après le 14 septembre. À terme, mais la problématique, c'est après l'adoption de 3D Secure par les sites de commerce en ligne, parce que pour l'instant, l'AV1, je ne sais pas si vous voyez beaucoup de sites qui l'utilisent, mais vous allez sur Amazon, Apple, etc. J'ai pas de 3D Secure, donc on le verra quand les opérateurs l'auront adopté.